Séance 3, propriété des ondes. Vous avez sur l'écran le tableau des compétences et notions. Donc, dans cette séance, je vous propose 3 capsules traitant dans un premier temps de la diffraction, ensuite des interférences et enfin de l'effet Doppler. Donc, je vous invite à vous référer à la dernière colonne compétences exigibles. Ça vous permet de vous situer dans votre avancée, d'accord, dans vos savoirs et savoir-faire. Grand 1, diffraction. Premièrement, mise en évidence et définition. Alors, vous savez depuis quelques années que la lumière se propage en ligne droite dans un milieu homogène et transparent. Alors, la question serait de savoir ce qui se passe quand cette lumière rencontre un petit obstacle. Donc, c'est l'expérience que je vous propose, c'est d'envoyer un faisceau lumineux à travers une fente dont on peut faire varier la taille. D'accord? Et je vous propose de la visualiser dans une animation flash, diffraction fente, dans laquelle vous pourrez faire varier les paramètres et observer ce qui se passe. Donc, quand la lumière qui se propage rectiligneusement rencontre un petit obstacle, on observe qu'elle s'étale dans une direction perpendiculaire à la fente ou à l'obstacle, et on observe sur l'écran une alternance de zones éclairées et sombres. Alors, il s'affiche maintenant ce qu'on appelle la figure de diffraction. Au centre, vous avez une large tache centrale et de part et d'autre, vous observez des taches lumineuses bien plus étroites appelées taches secondaires. Et entre ces taches lumineuses, vous avez des extinctions qui sont les taches sombres. Et ici, vous avez la première extinction. Donc, vous avez observé dans l'animation flash que plus la fente est petite et plus les taches sont grandes. Alors, remarque, le faisceau lumineux, quand il passe à travers la fente de large ouverture, sa propagation ne change pas et on observe donc à l'écran un point lumineux. Il n'y a donc pas eu de diffraction. Alors, la définition à retenir est que la diffraction est une modification de la direction de propagation d'une onde au passage d'une petite ouverture ou d'un petit obstacle sans modification de sa fréquence ou de sa longueur d'onde. Alors, je vous demande de retenir que la fréquence et la longueur d'onde ne sont pas modifiées au cours d'une diffraction. Et enfin, la diffraction est une propriété ou une caractéristique des ondes. Ça veut dire que toutes les ondes la subissent. Donc, si vous avez un phénomène pour lequel la diffraction est observée, ce phénomène pourrait être qualifié d'onde. Alors, c'est important. Vous verrez qu'à la fin de l'année, on va s'en servir pour démontrer que, par exemple, l'électron a deux nature particulière. C'est une particule, mais c'est aussi à la fois une onde parce qu'on observe la diffraction avec les électrons. Deuxièmement, conditions d'observation. Alors, le phénomène de diffraction est observé si la taille de l'obstacle noté petit a est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde lambda du phénomène étudié. Cette diffraction sera d'autant plus marquée que A sera voisin ou inférieur à lambda. Alors, voici 3 figures à l'écran permettant d'illustrer notre propos. Alors, il s'agit de la même situation. Le seul paramètre qui est modifié ici est l'ouverture de la fente. D'accord? C'est cette ouverture qui est de plus en plus petite. Premier cas, si A très supérieur à lambda, il n'y a qu'à
quasiment pas de perturbation de la propagation de l'onde. On dira que l'onde est simplement diaphragmée et non pas diffractée. Deuxième cas, si A est environ égal à lambda, l'onde transmise est décrite dans un triangle ayant pour sommet le centre de l'ouverture et forme des arcs de cercle. Alors tout à l'heure, on avait dit qu'il n'y avait pas modification de la longueur d'onde. Alors cette longueur d'onde, on peut la faire apparaître ici, d'accord, avant passage par la fente, et après passage de la fente, on la retrouve, cette longueur d'onde, ici. Et on voit qu'elle n'est pas modifiée. Et enfin, troisième cas, pour A très inférieur à lambda, on observe une onde transmise quasi circulaire qui se propage dans toutes les directions. Troisièmement, écart angulaire. Alors, l'écart angulaire traduit l'importance du phénomène de diffraction. D'accord? Alors, cet écart angulaire est noté θ. En fait, c'est un angle qui est décrit par deux directions. Alors, la première serait la propagation de l'onde en l'absence de diffraction, et la deuxième direction est définie par le milieu de la première extinction. Alors, on le verra mieux ici sur le schéma. Alors, première direction serait la direction de propagation de l'onde en absence de diffraction. Ici, le laser qui émet une lumière qui se propagerait rectiligneusement si la fente n'était pas présente. Donc, et la deuxième direction est définie par le milieu de la première extinction. Alors, le milieu de la première extinction se trouve ici. Et donc, la deuxième direction, c'est celle-ci. Donc, l'angle θ. Alors, cet écart angulaire θ sera défini comme étant le rapport de la longueur d'onde lambda dans le vide et de la largeur de la fente du fil petit a, ces deux grandeurs s'exprimant en mètres ou s'exprimant dans la même unité. Donc, on voit que plus la largeur de la fente ou les dimensions de l'obstacle est petite, plus θ sera grand. Donc, autrement dit, la diffraction est nettement observée lorsque la dimension de l'ouverture ou de l'obstacle est petite. Alors, cet écart angulaire θ, on peut aussi l'exprimer grâce à la largeur de la tâche centrale, notée grand L. C'est une largeur qui dépend de la distance grand D de l'écran à l'objet diffractant. Et on montre que si L est très inférieur à D, alors θ sera petit. Alors, ici, on va retrouver l'expression reliant θ à grand L, la largeur de la tâche centrale. Alors, cette largeur ici représente la distance entre les deux premières extinctions, le milieu, des deux premières extinctions. Alors, voici grand L. Alors, si grand L très inférieur à D, ici, on dira que θ petit. Et si θ est petit, on peut donc écrire que tangente θ est environ égale à θ. On est d'accord? Alors, pourquoi on choisit la tangente? Parce qu'on connaît ici la longueur du côté opposé, qui est L sur 2, et la longueur du côté adjacent, qui est D. Donc, θ, qui est encore égal à tangente θ, est égal à côté opposé L sur 2D. Donc, voici une autre expression de θ qui fait intervenir la largeur de la tâche centrale. Alors, cette largeur de tâche centrale grand L
grâce à ces deux expressions. Alors la première, c'est celle-ci, et la deuxième, c'est celle qu'on vient de trouver. Donc en identifiant ces deux expressions, on a lambda sur A qui est égal à L sur 2D. Et donc, L, la largeur de la tâche centrale, sera égale à 2D lambda sur A. Donc, on pourra confronter les résultats expérimentaux à la théorie en mesurant la longueur L de la tâche centrale. Et donc, on voit que la tâche centrale sera d'autant plus grande que A petite et que lambda est grande. Alors, remarque, toute l'étude qui précède fut faite en utilisant une lumière monochromatique, c'est-à-dire la lumière émise par un laser. Maintenant, dans le cas où on utiliserait une lumière polychromatique, alors qu'est-ce qu'on observerait? Alors, la diffraction de la lumière blanche polychromatique par une fente nous donne une figure qui présente une tache centrale blanche, mais des taches latérales irisées. Alors, irisé, ça veut dire présentant les couleurs du spectre de la lumière blanche. Et donc, les figures de diffraction correspondant à chaque longueur d'onde se superposent. Alors, voici une figure de diffraction dans le cas d'une lumière polychromatique. En fait, vous devez comprendre que les différentes radiations se superposent dans des proportions proches dans la tache centrale, donnant ainsi une tache blanche. Mais ce qui n'est pas forcément le cas de part et d'autre de la tâche centrale, expliquant ainsi les irisations